Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux sommes-nous par ici de vous retrouver pour ce numéro de votre émission en thème facile. La semaine dernière, dans le précédent numéro de cette émission, nous avons fait un zoom sur la vaccination chez les enfants et les femmes enceintes à travers les riches explications de Achille Kokou-Runkwe, responsable du programme élargi de vaccination au centre de santé à Kassato. Nous avons compris qu'il y a 5 rendez-vous vaccinaux à ne pas manquer avant le premier anniversaire de l'enfant. Ce sont les recommandations de l'UNICEF et de l'OMS. À la naissance, votre enfant recevra 3 vaccins, le vaccin contre l'hépatite B, le vaccin BCG et le vaccin VPO. Aujourd'hui, nous nous intéressons au vaccin BCG et pour nous aider à mieux comprendre le rôle de ce vaccin, on ne change pas l'équipe qui gagne. Nous avons rappelé le responsable du programme élargi de vaccination au centre de santé à Kassato au Bénin, Achille Kokou-Runkwe, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, que signifie déjà le sigle BCG? Merci pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur votre plateau pour éclairer la lanterne. C'est un honneur partagé. Merci. Et le BCG, c'est le vaccin de Calmette et Guérin. C'est un vaccin qui a été mis au point par ces scientifiques dont le nom ou les noms ont été attribués à ce vaccin. Donc Calmette et Guérin, c'est le nom des personnes qui ont travaillé sur l'existence de ce vaccin, sur la découverte. Et c'est pour cela, pour immortaliser leur âme, on a dû attribuer ce nom à ce type de vaccin. Alors, la vaccination par le bacille de Calmette et Guérin permet de prévenir quelle maladie? Oui, en termes faciles, comme vous le dites, c'est pour prévenir la maladie qu'on appelle la tuberculose. Et voilà une maladie qui fait assez de ravages ou qui a fait de ravages, qui continue de faire de ravages dans notre pays. Et je pense que les autorités sanitaires, avec les décideurs, les bailleurs de fonds, ont essayé de quadriller le mal. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour éclairer la lanterne. Quels sont alors les signes cliniques de la tuberculose? Oui, la tuberculose, c'est une maladie qui attaque les poumons. D'accord? C'est une maladie qui attaque les poumons et c'est un germe qui est à l'origine de ça, que nous appelons communément bacille de Koch. Et lorsque vous êtes attaqué par ce germe, la voie de contamination, c'est la voie directe. Et quelqu'un qui est malade, ici, la personne tousse. Le signe principal de cette maladie, c'est la toux. Et ce n'est pas une toux qui est contractée il y a 2 jours, 3 jours. Non, c'est une toux traînante. C'est une toux qui dure plus de 2 semaines chez ce patient. Sans ou avec médicaments, la toux continue, la toux persiste. Donc ça doit inquiéter ce patient à se rendre rapidement au centre de santé pour un dépistage. Donc en dehors de ce signe capital, il y a d'autres signes accessoires qui ne sont pas communs, qui ne sont pas propres du moins à cette maladie. On peut les retrouver dans les autres maladies et nous les appelons vulgairement des signes généraux. Sinon, le principal signe, c'est la toux. Et en dehors de la toux, on pourrait avoir les autres signes que je vais énumérer. Il s'agit d'une fièvre. La personne aura le corps chaud, va sentir la fièvre. C'est une fièvre parce que c'est déjà une agression. Lorsqu'un microbe rentre dans l'organisme, c'est une agression de l'organisme. Et voilà, les différents éléments sont mis en branle et déclenchent l'alerte. L'alerte déclenchée, c'est ça qui se manifeste par une fièvre. La personne va sentir, lorsqu'elle fait la fièvre, elle n'aura plus envie de manger. C'est ce que nous appelons dans notre jargon l'anorexie. La personne n'a plus envie de manger, n'a plus l'appétit, il y a manque d'appétit. L'appétissance. Voilà. Et en dehors du manque d'appétit, la personne est fatiguée. Parce que lorsque vous toussez et que vous perdez l'appétit, vous êtes faible, vous ne mangez pas. Voilà, la maladie continue de s'aggraver. Et c'est une toux à prédominance nocturne. C'est souvent la nuit que ça s'accentue.
au cours de la journée, ça ténue un peu. Mais au cours de la nuit, puisqu'il fait frais aussi, voilà, les conditions sont remplies pour que celui-là tousse toute la nuit. Du coup, lorsqu'elle tousse ou lorsqu'il tousse, il a l'insomnie. Il ne pourra plus dormir convenablement, donc le temps de sommeil diminue. Et lorsque vous ne dormez pas correctement, lorsque vous faites la fièvre, lorsque vous perdez l'appétit, qu'est-ce qui vous reste? Vous allez maigrir, vous allez perdre du poids. Vous voyez, donc il y a une corrélation avec tout, donc les signes se suivent. Donc l'amaigrissement, anorexie, et pour retenir ces signes et pour aller sensibiliser la population, nous, on ne leur demande pas d'avoir tous ces signes. Mais dès lors que vous commencez par sentir une toux qui dure dans le temps, il faut se rapprocher des spécialistes de la santé pour faire rapidement, pour chercher ce qui est là. Seule l'inappétence suffit pour qu'on puisse consulter? Si, l'inappétence seule suffit. Non, en principe, lorsque vous sentez un malaise, vous devez consulter. Lorsque vous ne mangez pas, il y a un problème. Et pour rechercher ce problème, on doit absolument se rapprocher des spécialistes de la santé. Lorsque vous avez même les maux de tête, vous devez vous rapprocher d'un spécialiste. On ne va pas se mettre à la maison et prendre n'importe comment les médicaments. Ça, là, c'est déjà de l'automédication et qui détruit la personnalité de l'homme. Okay? Donc, les spécialistes sont là pour vous conseiller et pour vous amener à comprendre ce dont vous souffrez. Donc, parce je posais la question parce qu'on ne fait pas forcément le rapport entre tuberculose et la perte d'appétit. Justement, vous avez vu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Oui. J'ai dit, il y a le signe principal qui est la toux. Oui. Il y a les autres, une toux qui persistante, une toux traînante oui. de plus de 2 semaines. Et en plus de ça, il y a les autres signes associés qu'on appelle les signes généraux. Et ces signes ne sont pas spécifiques à la maladie. On peut les retrouver aussi dans le paludisme. On peut retrouver la fièvre. Ce n'est pas qu'on peut. La fièvre dans le paludisme, on peut retrouver une anorexie, un manque d'appétit dans le paludisme, dans beaucoup d'autres maladies. C'est pour cela que je dis, ce n'est pas spécifique à la tuberculose. Mais ce à quoi on doit penser prioritairement, c'est lorsque vous toussez, on peut dire, il s'agit de quelle toux? Et c'est voilà une toux qui traîne. Et c'est une toux productive. Parce qu'il y a les caractéristiques même de la toux. Il peut y avoir une toux sèche. Une toux sèche n'est pas retrouvée dans la tuberculose. Mais c'est une toux productive. Lorsque vous toussez, vous avez la possibilité de cracher. D'accord? Parce que quand nous allons évoluer, peut-être nous allons revenir sur comment faire le diagnostic. Et vous allez voir que c'est les crachats du patient qu'on prend. Et si le patient ne crache pas, n'arrive pas à expectorer, on ne peut pas prendre son crachat pour aller analyser. Parce que le bacille de Koch se retrouve dans les crachats et non dans les salives. C'est dans les crachats. Donc c'est pour cela, quelqu'un qui souffre d'une toux traînante et qui se présente à nous après consultation, si le clinicien pose le diagnostic ou peut-être l'hypothèse diagnostique d'une tuberculose, il est quand même amené à demander un bilan à ce patient et le bilan qu'on fait, c'est le crachat qu'on recueille et qu'on va analyser au laboratoire. Voilà. Donc, à moindre symptôme, à moindre malaise, je pense que nous devons nous rendre dans un hôpital pour chercher ce de quoi il s'agit. Donc, on ne fait pas le lien direct entre la tuberculose et l'anorexie, mais je dis, voilà les conséquences de ce mal. Parce que lorsque vous toussez, ça vous empêche de dormir. Parce que le germe est là. Vous faites déjà la fièvre parce que l'organisme a été agressé par le germe que nous appelons le bacille de Koch. Et quand ça rentre dedans, voilà, ça désorganise tout le système. Et lorsque le système est désorganisé, vous perdez l'appétit. Et lorsque vous perdez l'appétit, il faut manger, il faut s'alimenter correctement pour pouvoir garder sa posture. Et dès lors que vous n'avez plus l'appétit, vous perdez du poids et il y a l'amaigrissement qui est là. C'est l'anorexie qui entraîne l'amaigrissement. Vous voyez? Et qu'est-ce qui avait entraîné en temps l'anorexie si ce n'est pas la fièvre? Quelqu'un qui fait la fièvre perd l'appétit. Et du coup, voilà, de la toux, on est venu
à l'anorexie. L'anorexie, on est venu à l'amaigrissement. Et puisque la toux est toujours présente et persistante, ça donne l'insomnie. La personne ne peut pas dormir. Son temps de sommeil est perturbé. Et pendant que les autres dorment paisiblement chez eux, lui il reste en éveil jusqu'au petit matin. Il est fatigué. Extrême asthénie. Et pour garder ces différents symptômes, nous, on les regroupe sous le vocable de 3T, 3A. Expliquez-nous. Les 3 premiers T. Le premier T, c'est la toux. Le deuxième T, c'est la transpiration. Le troisième T, c'est la température. Donc, la température entraîne la transpiration. Lorsque vous avez la température, vous transpirez. Parce qu'il y a la chaleur qui se dégage et voilà, la sueur sort. Donc, la toux, la température, la transpiration. Les 3A, il y a l'anorexie, l'asthénie et l'amaigrissement. Donc, voilà un peu ce que nous observons lorsque la tuberculose est là. Mais ça là ne suffit pas. Il faut aller vers la bactériologie, le laboratoire, et c'est ça qui confirme la présence de la tuberculose. Sans le laboratoire, on ne peut pas forcément se fier des signes cliniques pour poser le diagnostic de la tuberculose. C'est vrai que dans des situations données, le médecin peut être amené à dire voilà, je soupçonne, et on fait le traitement. Et à toutes fins utiles, je rappelle que l'anorexie fait partie des troubles du comportement alimentaire. Tout à fait. Alors, on va poursuivre dans le débat. Le vaccin BCG est-il le seul moyen pour prévenir la tuberculose? Aujourd'hui, il demeure le seul moyen efficace. Je dis bien, je précise le mot efficace pour prévenir la tuberculose. Le reste là, c'est des accessoires. On va nous dire oui, il faut se protéger lorsque quelqu'un tousse à côté de vous. Combien parmi nous se protègent? Regardez, lorsque nous sommes dans la foule, à l'église, au marché, les gens toussent autour de nous. Est-ce que nous avons le réflexe de nous protéger? Nous qui sommes à côté de cette tousseur. Et pendant combien de temps ils ont commencé par tousser? Nous, on ne sait pas, on n'a aucune notion sur ça. Vous voyez? Donc, on est exposé au quotidien. Celui qui tousse même, est-ce qu'il a le réflexe de se protéger au moins avant de tousser? Ça devrait constituer le b.a.-ba de l'éducation que nous allons donner à nos enfants. Et mais pour leur dire qu'en voulant tousser, même si vous êtes seul, il faut essayer de vous protéger. Tousser dans le creux de coude, mais même nous, on dit dans le creux de coude, le BK peut s'échapper. Mais on conseille aux gens de tousser dans un mouchoir. Parce que le mouchoir est là pour recueillir, et je pense que c'est pour recueillir les substrats qui vont sortir, les gouttelettes. Parce que lorsque nous toussons, lorsque nous parlons, lorsque nous rions, les gouttelettes de salive, ça sort sans qu'on ne s'en rende compte. Vous voyez? Et c'est comme ça, nous pouvons contaminer quelqu'un qui n'avait pas la tuberculose. Quelqu'un qui a la tuberculose, qui tousse ici, qui est ténu, il émet des gouttelettes, des fines particules. Et c'est dans ça que le bacille de Koch se retrouve. Et vous qui êtes à côté, vous devez respirer, vous devez inspirer, expirer. Et vous inhalez le germe, et le germe reste là à l'état dormant pendant quelques semaines, voire quelques mois, avant peut-être de commencer. Ça dépend de la résistance de votre organisme. Ça peut faire des années chez vous, mais le jour où votre organisme serait défaillant, lui, il va prendre la relève et émerger. Donc, c'est pour cela on parle d'une contamination directe. C'est de personne à personne. C'est une maladie qui se transmet de personne malade vers une personne apparemment saine. Monsieur Kokou, vous savez comment ça se passe ici. Nous allons prendre une pause musicale. Retour en studio, nous sommes avec Achille Kokou. Il est le responsable du programme élargi de vaccination au centre de santé à Kassatou.
Achille Kokongbe, dites-nous, le BCG est-il sûr? Le vaccin BCG est-il sûr? La réponse est oui. C'est un vaccin très sûr. Et ça a fait ses preuves, ça a permis de combattre efficacement cette maladie qu'est la tuberculose. Et n'eût été la disponibilité et l'introduction de ce vaccin dans notre politique, je pense que ce serait de l'hécatombe. D'accord? Et aujourd'hui, oui, c'est vrai, on rencontre encore des malades tuberculeux. Bon, ça dépend. Peut-être c'est des gens qui n'avaient pas reçu leur dose, des gens dont le statut vaccinal était inconnu, d'accord? Mais depuis, de plus en plus, on enregistre moins de cas de tuberculose. Cela veut dire que le vaccin fait ses preuves et c'est un vaccin très sûr. Peut-on administrer ce vaccin avec d'autres vaccins à la fois aux enfants? Bien sûr. C'est un vaccin, comme je le dis, c'est un vaccin qui s'administre à la naissance. Et à la naissance, juste à la naissance, on administre le vaccin contre l'hépatite B. Et ça là, c'est la priorité aujourd'hui. Oui, mais est-ce que c'est en même temps? C'est en même temps. On peut le faire. Il n'y a pas de contre-indication. Parce que le vaccin contre l'hépatite se fait même à la salle d'accouchement, sur la table d'accouchement. Le vaccin contre le BCG également peut s'administrer sur la table d'accouchement. Et avant même l'introduction du vaccin contre l'hépatite B, on faisait déjà à la salle d'accouchement, en tout cas le plus tôt possible, le vaccin contre la tuberculose, le vaccin BCG. Et ça s'administre, ça va en même temps avec le vaccin contre la poliomyélite. En même temps qu'on donne les gouttes de polio, de vaccin anti-polio à l'enfant, on lui administre le vaccin BCG. D'accord? Donc, c'est ces deux types de vaccins qu'on faisait juste à la naissance avant l'introduction du vaccin contre l'hépatite. Donc, aujourd'hui, un enfant qui naît peut recevoir sur la table les 3 vaccins. Il peut recevoir le vaccin. Ce n'est pas qu'il peut, il doit recevoir. Surtout que le vaccin contre l'hépatite doit être administré à l'enfant le plus tôt possible, avant les 24 premières heures après l'accouchement. On ne doit pas dépasser. D'accord? Et dès lors que l'enfant est né, on peut aussi démarrer déjà le vaccin contre le BCG et contre la poliomyélite. Donc voilà, et ce n'est pas qu'on fait le mélange. Je précise, on ne fait pas le mélange avant d'administrer. On fait ça à des sites différents sur l'enfant. Donc on doit piquer l'enfant, si c'est le même jour on veut faire, on doit piquer l'enfant 2 fois, le piquer pour l'hépatite B et le piquer pour BCG. Et lui administrer maintenant des 2 gouttes de poliomyélite pour prévenir la maladie qu'on appelle la poliomyélite. Vous avez parlé des contre-indications. Par exemple, au Royaume-Uni, bien sûr, le BCG est contre-indiqué aux personnes atteintes du VIH. Est-ce que c'est la même chose au Bénin? C'est la même chose. Les enfants nés de mères séropositives. Vous voyez, aujourd'hui, notre politique sanitaire est subdivisée en programmes. Et il y a des programmes qui s'occupent uniquement du VIH. Il y a des programmes qui s'occupent de la vaccination. Il y a des programmes qui s'occupent de la tuberculose, ainsi de suite, ainsi de suite. Et aujourd'hui, chaque programme travaille. Mais chaque programme ne travaille pas individuellement. Il y a toujours un lien. C'est un travail collectif. Un travail d'équipe. Exactement. Donc, aujourd'hui, lorsque une femme enceinte se présente en consultation, il y a le dépistage systématique du VIH. Et c'est le programme SIDA qui s'occupe de ce volet. Le personnel de santé est assez outillé pour mener ces interventions. Donc, on dépiste chaque femme systématiquement. Bien sûr, après avoir sensibilisé la femme, après lui avoir expliqué ce pourquoi il était quand même important de faire ce dépistage. Et quand on finit de dépister la femme et qu'on voit que cette femme est porteuse du VIH,
il y a des actions qu'on enclenche en même temps. Donc, les ARV sont là et on la met sous médicaments contre le VIH. C'était toujours dans l'intention de protéger l'enfant qui va naître. Et on suit cette femme jusqu'à l'accouchement. Les conditions d'accouchement, les conditions dans lesquelles l'enfant doit être né sont spécifiques. Et donc, on suit l'enfant, on suit la grossesse et juste à l'accouchement, on met également l'enfant sous médicaments. Il y a les formes pédiatriques, on les met sous médicaments, on les suit. Et juste là, on n'est pas sûr si l'enfant avait été en contact avec le virus. C'est pour ça qu'on dit tout enfant né de mère séropositive doit être épargné pour le moment de ce type de vaccin. Et c'est des vaccins que nous appelons les vaccins vivants atténués. C'est des vaccins qu'on n'a pas tués. Le BCG fait partie de ces vaccins. Il y a encore d'autres vaccins. Et puisque nous parlons de BCG aujourd'hui, oui, je souligne que oui, ces vaccins, et quand on ne connaît pas la situation de l'enfant, il vaut mieux s'abstenir. Jusqu'au moment où on va faire le premier test à l'enfant, la PCR, pour voir que oui, l'enfant là n'avait pas été contaminé. On peut démarrer maintenant ce traitement et ce vaccin-là au niveau de cet enfant. Donc, ce n'est pas seulement au Royaume-Uni, c'est la politique générale, c'est la politique mondiale. C'est l'OMS qui a recommandé ça et c'est ça, sur ça nous marchons. Alors, on me signale que nous sommes pratiquement à la fin, mais une dernière question très rapidement. Le BCG a été incorporé en 1974 dans le calendrier vaccinal du programme élargi de vaccination pour les nourrissons. Selon les récentes estimations de l'OMS, le nombre annuel d'enfants vaccinés par le BCG est d'environ 100 millions. À combien peut-on estimer le nombre annuel d'enfants vaccinés par le BCG au centre de santé à Kassato? Ok. Les objectifs attendus pour le BCG au centre de santé à Kassato, c'est de parvenir à vacciner 208 enfants. Par an? Par an. Tout au moins pour cette année. D'accord. Selon les estimations de l'INSAE, 208 enfants. Et actuellement, nous sommes du 1er janvier, pour les 8 premiers mois, oui, du 1er janvier au 31 août, nous sommes à une couverture de 118%. Cela va sans dire que nous avons déjà dépassé et l'objectif atteint, l'objectif attendu dans notre arrondissement ici. Mais ce n'est pas aussi une raison. Il vous reste encore 4 mois. Il nous reste encore 4 mois pour finir l'année. Donc nous travaillons d'arrache-pied pour, disons, maintenir le cap. Vous avez quelque chose à dire pour clore cette émission? L'appel que j'ai à lancer, c'est à l'endroit de la population en général et des mères d'enfants en particulier. Je voudrais inviter toutes les femmes enceintes à poursuivre leur consultation dans une formation sanitaire, que ce soit publique ou privée, tout au moins dans une seule formation sanitaire, à accoucher dans une formation sanitaire et à démarrer le plus tôt possible la vaccination pour l'avenir meilleur de son enfant. Achille Kokorunkwe, merci. C'est moi. Je rappelle que vous êtes le responsable du programme élargi de vaccination au centre de santé à Kassato. L'essentiel en thème facile, vaccin BCG, c'était le thème de ce jour. Merci de nous avoir suivis.